Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette séance 37 pour parler des fonctions, hein. C'était ce qui était prévu pour la suite de cette formation. La dernière fois, on avait abordé ensemble les tableaux, d'accord, qui était une autre forme de mémoriser plusieurs informations, et non pas qu'une seule comme on peut le faire avec une variable. Et là, on va voir comment créer des fonctions, et vous verrez ensuite que vos fonctions vont se comporter comme n'importe quelle commande que vous utilisez nativement, hein, issue de Bash ou d'autres éventuellement un shell, et vous allez pouvoir créer comme ça vos propres fonctions, les utiliser dans d'autres programmes, et on va regarder comment tout cela s'articule en termes de syntaxe évidemment, et on va à nouveau revenir sur certaines syntaxes que vous connaissez déjà. C'est un petit peu le principe, et tout ce que vous avez encore une fois vu précédemment va vous resservir maintenant pour cette séance. On va repartir en tout cas sur un script basique, avec rien dedans, ça nous suffira par rapport à ce qu'on veut faire, et on va regarder ensemble comment définir, comment déclarer, parce que c'est ça qu'il s'agit. On va déclarer, on va créer une fonction. On a deux syntaxes principales pour pouvoir le faire, une syntaxe un peu plus ancienne qui est function, et ensuite on va choisir un nom à cette fonction, d'accord. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, say hello, d'accord. On va utiliser les accolades, d'accord, pour pouvoir indiquer toutes les informations, mais nous on va procéder, on va faire usage d'une syntaxe un peu plus moderne qui se rapproche notamment du langage C. Vous allez avoir directement le nom de votre fonction, et en plus on va pouvoir ici indiquer, plus tard on verra, des paramètres qui nous serviront, c'est plus pratique d'utiliser ce genre de syntaxe, moins de mots, hein, comme je vous l'expliquais la dernière fois pour les tableaux, moins de choses à marquer, donc moins, on va dire, d'erreurs possibles à ce niveau-là. Voilà le format basique, d'accord, pour ce genre de fonction. Alors cette fonction, bah, on va dire hello, hein. Je vais quand même mettre les doubles, voilà, comme ceci. Si j'avais bien sûr sur toute une seule et même ligne plusieurs instructions, je vous rappelle qu'il faut utiliser le point virgule, hein, d'accord, quand on veut mettre plusieurs instructions, plusieurs commandes sur une seule ligne, hein, comme on le fait par exemple pour une condition, une boucle, etc. Quand vous ne voulez pas forcément passer à la ligne, n'oubliez pas que le point virgule le permet, et ça fonctionnera bien évidemment ici au niveau des fonctions. Voici une fonction définie, et maintenant au niveau de son appel, bah, c'est tout simplement par son nom. Rappelez-vous, c'est ce que vous faisiez avec n'importe quelle commande interne au niveau de Bash, vous utilisez son nom, et éventuellement vous pouvez après ici indiquer ses arguments. Les arguments en fait ce sont les paramètres que peut éventuellement attendre cette fonction. Elle n'en a aucun, donc aucun argument à passer, et en faisant juste son appel tel quel, on va pouvoir tout simplement l'exécuter. Alors c'est pas dans cet ordre là. Voilà, cette fonction qui dit hello, tout simplement. Vous voyez, assez simple, pas de problématique à ce niveau-là. Il y a une petite règle et quelques petits détails à savoir qui sont très importants, parce que ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Première chose, je peux effectuer l'appel ici à cette fonction parce qu'elle est connue, d'accord. Au niveau de l'exécution de mon programme, elle est parfaitement connue. C'est-à-dire que sa définition est faite, donc elle est placée au niveau du code, avant utilisation de cette fonction. Si je procède de cette manière, ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement que la définition d'une fonction soit faite avant son appel, puisqu'elle est censée être connue au moment de son appel. Par contre, contrairement à certaines vieilles conventions dans d'autres langages de programmation, il n'y a pas obligation de tout mettre en début de code. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos fonctions définies au tout début du code, sauf si vous le faites volontairement parce que vous voulez apporter un côté lisible ou organiser votre fichier de telle façon, donc ça c'est de cette façon-là, donc ça après c'est vous que ça regarde, mais il n'y a pas d'obligation, d'accord, pour le faire. Simplement qu'à partir du moment où vous voulez faire appel à une fonction que vous avez créée, il faut forcément que sa création ait été faite avant, d'accord, son appel. Ça c'est première règle très importante. Maintenant, autre information utile au niveau des variables, puisqu'on a déjà jusqu'à présent manipulé des variables, on a même vu comment créer des tableaux, mais on avait ici le corps de notre fichier, donc de notre fonction principale, hein, notre contexte principal au niveau de l'exécution de notre script. Comment cela se passe au niveau des fonctions? Déjà, petit rappel très important, par défaut en Bash, les variables sont toutes globales, d'accord? C'est-à-dire que si je crée une variable ici, data égale 4, d'accord, ou mieux que je fais un déclare-i de data égale 4 pour avoir ici une variable qui va mémoriser un entier, d'accord, je peux l'appeler, l'utiliser partout, d'accord, elle est globale par défaut. Si vous voulez éventuellement dans une fonction avoir des variables qui sont locales à celle-ci, local ça veut dire qu'une variable que je vais créer dans la fonction sayHello ne pourra pas par exemple être accessible ici, en dehors de cette fonction.
vous allez pour cela pouvoir utiliser une autre commande interne. Donc on a connu, on a déjà très souvent utilisé la commande interne declare, on l'a fait pour les tableaux, on l'a fait pour définir un certain type de variable. Et bien ici on a un autre mot, une autre commande qui fonctionne d'ailleurs avec les mêmes arguments, qui s'appelle local, d'accord? Local pour local, pour créer une information locale. Et on peut, par exemple, créer une valeur entière de cette manière-là. Voilà. Et là, bien sûr, alors je peux même faire ça, hein, on n'est pas obligé de faire ça. Data, donc là, bon, elle ne dit plus vraiment bonjour, mais peu importe, pour montrer un petit peu le principe au niveau de la portée des variables, et on a bien le résultat là. Ici, si j'essaye de faire la même chose, d'ailleurs je peux refaire un copier-coller, l'appel et ensuite le copier-coller, on voit que ça ne marche pas, elle n'est pas accessible. Par contre, ce qu'il faut également savoir, parce que ça peut être aussi source d'erreur, et en fonction des langages de programmation, la portée des variables n'est pas la même, d'accord, ça ne suit pas les mêmes règles partout. Si je viens à faire appel à une autre fonction ici, d'accord, mettons avec d'autres informations, un argument, genre je sais pas, une fonction par exemple qui ferait la somme de deux nombres, voilà, donc là elle va faire la somme de 12 et 26, cette fonction otherfunc, alors qui serait, on considérait qu'elle serait définie ailleurs, aura accès aux variables qui sont indiquées locales ici. En fait, ça veut dire qu'elle est locale au contexte de cette fonction. Donc tout ce qui est finalement écrit, d'accord, tout ce qui est en fait à l'intérieur de cette fonction. Comme l'appel à celle-ci est fait à l'intérieur de sayHello, elle aura accès à data. Donc ça c'est important de le savoir, parce que souvent on a l'impression que ça va être accessible seulement dans celle-ci, mais pas dans une fonction où on fait un appel. Et pourtant c'est le cas avec ce mot-clé là, cette commande interne d'ailleurs plus précisément. Donc ça, il faut le savoir pour pas se tromper, pour éviter des fois de s'amuser à déclarer tout en global, pour pas s'embêter. Il y a des moments, si on veut être un peu plus précis, ou un peu plus rigoureux on va dire dans ses scripts, c'est des fois plus intéressant de créer des données locales qui n'ont pas forcément besoin d'être appelées en dehors, parce qu'on n'a pas envie de cela. Donc on peut préciser un petit peu plus les choses au niveau des définitions de cette manière. Voilà pour, en tout cas, un premier élément qui valait, en tout cas, voilà, qu'il fallait connaître, très important pour la portée des variables. Il y a pas mal d'informations comme ça à connaître. Alors je rappelle, bien sûr, comme j'avais dit qu'elle fonctionnait au niveau des arguments comme declare, si on veut créer par exemple un tableau, rappelez-vous les tableaux de la dernière fois, voilà, ça fonctionne exactement pareil, d'accord? C'est la même chose. C'est comme si on remplaçait declare en fait par local, et on peut utiliser un peu les mêmes arguments pour créer des données précises. C'est simplement que declare va faire une déclaration telle qu'elle, donc en fonction de l'endroit où on l'a fait, eh bien, ce sera pris en compte comme étant global, puisque je vous ai dit que par défaut c'est global, et avec ça c'est pour préciser que c'est bien local. Voilà, donc c'est dans cette fonction et pas en dehors. Voilà pour ces informations en tout cas. Alors, une fonction, ou en tout cas ici la fonction définie, on peut y faire tout un tas de choses, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se demander à quoi sert une fonction. C'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à le redire là, en tout cas à le dire, parce que c'est quand même important, mais une fonction, si vous comprenez, et vous l'avez vu de toute façon avec tout ce que vous avez fait en bash, ça nous permet d'utiliser plusieurs fonctionnalités sans devoir les refaire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand je veux afficher un texte par exemple en console, j'ai juste à faire ça, d'accord? J'ai pas besoin de créer une fonction pour pouvoir afficher ce texte, qui va devoir donc le faire de manière bien précise, et à chaque fois, d'accord? Une fonction va permettre de rassembler certaines instructions qu'on aura éventuellement besoin de répéter au sein d'une même boîte, on va dire les choses comme ça pour que ce soit simple pour vous visuellement, et à partir de là, on aura accès à ces dernières, par appel en tout cas, comme une simple commande, ici echo, et éventuellement par des arguments. Et c'est pour ça qu'on peut faire plein de choses, declare, alors pas comme ça, mais declare, c'est également une commande interne, d'accord? Derrière il y a des fonctions, et ainsi de suite. Ça nous permet d'utiliser beaucoup de choses. Donc généralement, quand on a de la répétition de code, quand on veut pouvoir réutiliser certaines instructions, même éventuellement dans d'autres scripts, on va créer une fonction une fois pour toutes, et après, on n'aura plus qu'à appeler cette dernière comme une simple commande pour pouvoir réaliser des opérations bien précises. Voilà l'utilité en tout cas des fonctions. Et quand vous amuserez à faire des scripts un petit peu plus conséquents, très vite vous comprendrez l'intérêt de l'usage justement de fonctions. Plutôt que de répéter du code un certain nombre de fois, vous avez une des fonctions qui sépare bien les tâches. Après, la règle d'usage et les recommandations qu'on peut donner à ça, faites des fonctions assez courtes, d'accord? Généralement, une fonction se contente de remplir une tâche, d'accord? On ne va pas faire une fonction qui va faire 3, 4, 5 choses à la fois, d'accord? Une fonction pour une tâche, et c'est mieux d'avoir plusieurs fonctions où chacune a une responsabilité qui lui est propre, plutôt que d'accorder plusieurs responsabilités à une seule et même fonction, et de l'agrandir et que ce soit beaucoup plus compliqué pour la maintenance, pour la corriger, la mettre à jour, etc., etc.
Voilà pour ces quelques petites informations. Alors jusqu'à présent, nous avions vu, on va refaire un petit précédent, nous avons vu une fonction très simple, d'accord, pour dire bonjour ici. Alors je vais imprimer ici, hop, une fonction qui ne faisait qu'un simple affichage. C'est pas mal d'avoir aussi une fonction qui prend des arguments, donc une fonction dont on définit des paramètres. D'accord, on pourrait très bien par exemple afficher ici une information passée là, d'accord, au niveau des paramètres. Alors moi cette fonction, alors peut-être pas say hello, je vais plutôt mettre print number. Ici, d'accord, print number, et je vais pouvoir afficher ça. Donc là par exemple, d'ailleurs c'est vrai que je m'amuse à faire ça, mais de faire un affichage de celui-ci, d'accord. Au niveau de bash, comme vous l'avez vu d'ailleurs précédemment, quand par exemple on fait appel ici, vous voyez avec notre script, avec des éléments, par exemple à la suite, on l'a vu précédemment, on va avoir une liste d'arguments qui sont donnés ici à notre fonction. Ces derniers vont se représenter comme ce qu'on a vu précédemment, de cette manière. Avec, alors j'aurais pas utilisé ce, si on va faire comme ça, le $étoile, vous allez avoir l'ensemble des arguments passés. Et ensuite, avec par exemple $1, $2, etc., vous allez avoir l'ensemble des arguments, d'accord, à la suite. On peut appliquer les mêmes opérations, on avait vu la dernière fois par exemple qu'on pouvait faire du décalage, d'ailleurs, c'est-à-dire quand on arrive après à $9, on peut décaler, etc., ça reprend à la suite. Donc tout ce qu'on avait vu avec la commande Shift, notamment, ça vous dit quelque chose, peut parfaitement s'appliquer ici, d'accord. Donc là, on a un seul argument que l'on passe, donc moi je vais faire directement ça. Je vais faire $1, ici. Alors non pas, oula, j'ai quitté le terminal, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Et on a l'affichage de 5. D'accord, très simplement. Si je veux afficher une autre valeur, mettons un $2, c'est-à-dire qu'on attend un autre argument. Alors là, si je fais l'exécution telle quelle, on n'a pas d'autres arguments qui ont été donnés, donc pas de changement. Il suffit de faire ça, et automatiquement, hop, on a l'affichage qui se fait. D'accord, ils se mettent toujours à la suite. Je passe très vite là-dessus, puisqu'on l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Alors pas concernant les fonctions, mais concernant les arguments lors de l'appel d'un script, mais c'est exactement la même chose. N'oubliez pas non plus que le $0, si vous vous souvenez, si vous ne le savez pas, bon, c'est un peu problématique à ce stade du cours, c'est le nom du script, d'accord, l'exécutable, en tout cas du programme que vous avez appelé, ici. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes règles, pas compliqué, et à partir de là, on peut parfaitement en fait récupérer toutes ces informations telles qu'on les a déjà vues. Si vous voulez faire des calculs, par exemple faire la somme de deux nombres, eh bien vous passez les deux nombres ici, et vous faites la somme de $1 et $2, parfaitement. Maintenant, autre point, on a vu donc définir une fonction, pas de problème, définir une fonction et utiliser éventuellement des arguments pour celle-ci, d'accord, ici, qui seront donc traités comme des paramètres dans cette fonction, pas de problème. Et il y a aussi une chose qui est très importante et très intéressante au niveau des fonctions, c'est la possibilité de pouvoir retourner une information, d'accord. Jusqu'à présent, je vous avais expliqué que nos commandes, qui finalement sont des fonctions, d'accord, on a des fonctions qui sont créées, vont retourner un code. Ce code peut prendre la valeur 0 à 255. Ça c'est important de le savoir. Et ce code permet en fait de savoir comment s'est passé le déroulement en fait de cette fonction. C'est-à-dire dans la manière où a été définie une fonction, le développeur aura choisi de dire si s'est passé telle chose. Alors généralement on choisit 0 dans le cas où il n'y a pas de problème, d'accord, pour dire que voilà, ça a fonctionné avec succès, pas de souci. Mais admettons qu'on ait une fonction, je sais pas moi, qui veut ouvrir un fichier, voilà, je prends un exemple tout bête, et la personne peut décider, bon, je vérifie que le fichier existe, s'il n'existe pas, eh bien je renvoie un code d'erreur, par exemple le code 13. Et le code 13, on décide que c'est ce code qui indique que le fichier n'existe pas, d'accord. Eh bien on va pouvoir récupérer cette information, ce numéro 13, et éventuellement pouvoir comme ça agir en conséquence au niveau de notre script. On a besoin d'avoir, parce qu'on ne peut pas en fait s'assurer qu'une fonction fera ce qu'on lui demande correctement, est-ce qu'elle a pu le faire, parce que dans le cas par exemple d'ouverture d'un fichier, on comprend que c'est pas un scénario qui va fonctionner et qui sera, on va dire, fonctionnel oui, à 100%, parce que si le fichier en question n'existe pas, vous ne pourrez pas ouvrir un fichier qui n'existe pas. D'accord ? Donc automatiquement, on ne peut pas assurer voilà, qu'une opération se fera avec succès, donc on peut se servir de ces codes d'erreur éventuellement pour indiquer voilà, un problème bien précis. Dans le cas, alors, au niveau des fonctions, dans le cas où vous ne faites aucun retour, c'est un peu d'ailleurs ce qu'il y a là, d'accord, vous allez récupérer le code de retour de la dernière commande exécutée. Donc moi, en l'occurrence, si je fais ça, alors si on revient sur hello, on va revenir sur l'exemple de tout à l'heure,
voilà, si je fais ça comme ça, d'accord, on affiche le texte, pas de problème. Si maintenant je fais un écho de $ point d'interrogation, d'accord, le 0 qu'on récupère ici, c'est tout simplement le code de retour de la dernière commande qui a été exécutée. Donc ici on a eu echo, d'accord, qui est la commande exécutée. Maintenant on a peut-être envie de retourner nous-mêmes un code, c'est-à-dire que par défaut ça retourne le code de la dernière commande exécutée, ok. Nous on aura peut-être envie manuellement, alors là bon, la fonction je vais considérer qu'il fait son echo, et après il va donc considérer que tout s'est bien passé, donc je vais manuellement choisir de retourner une valeur. Alors je ne vais pas faire un return de 0, parce que sinon on ne verra pas la différence, je vais choisir voilà, volontairement de retourner par exemple 8, d'accord. On utilise pour cela une commande interne qui s'appelle return, tout simplement, qui va permettre de stopper la fonction, d'accord, on va stopper l'exécution, c'est-à-dire que si je remets autre chose derrière ici, hein, d'accord, ça ne sera pas exécuté, puisqu'à partir du moment où il y a un return qui est rencontré, on sort de la fonction, et on revient ici, à l'endroit où on était en fait au niveau de l'exécution, d'accord. Je vais enlever ça, et là, automatiquement, on voit que le code de retour change. D'accord, donc ça c'est une variable spéciale, hein, vous le savez maintenant, hein, comme les dollars croisillons, dollars étoiles, enfin astérisque, etc. C'est un cas spécial, et à chaque fois qu'on a un code de retour qui est récupéré, il est mémorisé dans cette variable spéciale. Ok, voilà pourquoi le return, implicitement, va stocker cette valeur 8 dans cette variable. On n'a pas besoin de le faire manuellement, d'accord, c'est la commande interne ici qui le fait toute seule, de manière automatique. Donc ça c'est très pratique pour pouvoir vérifier, encore une fois, le fonctionnement d'un traitement, d'opération, d'instruction, ou simplement, quand on manipule simplement et qu'on fait appel à des commandes internes, de vérifier qu'elles n'ont bien marché. Parce que si dans un cas d'erreur précis ou spécifique, vous allez avoir un code de retour différent, et on peut gérer ça en fonction, d'accord. Donc on peut parfaitement, par exemple, hein, comme on savait le faire, alors je ne vais pas noter en termes de code, mais plus en termes d'algo, de dire, bon, ici on a une fonction qui est censée faire quelque chose, d'accord, some function, ok, ici, alors je ne sais pas ce qu'elle fait, ok, et puis là par exemple, bon bah on fait une première vérification, donc genre si, je sais pas moi, telle condition pas remplie, ou alors plutôt, si la condition A pas remplie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas validée, et bah par exemple on va faire, alors, fin de si, hein, histoire de bien séparer, on va faire un return de 2, d'accord, et puis on peut faire une autre vérification. Plus tard, par exemple, ailleurs dans le code, si condition f pas remplie, donc on a rencontré un autre cas d'erreur, cette fois-ci on fera un return de 13, etc. etc., etc. D'accord. Et en fonction de ce qu'on aura eu, c'est le cas de le dire d'ailleurs, en fonction, oui, avec ça, à l'affichage de cela, on sera capable de savoir, par exemple, ici, à quel moment cette fonction a quitté. C'est-à-dire que si la fonction, il n'y a pas eu de problème, éventuellement, on pourra dire, bon, bah à la toute fin, quand il n'y a pas eu de souci, on return 0, d'accord. Et automatiquement, avec un simple affichage là, je saurai où la fonction s'est arrêtée. Si je récupère un 0, c'est que tout s'est bien passé. Par contre, si je récupère 2, vous voyez, pas besoin de chercher où est-ce que ça a planté, on va dire ça comme ça, où est-ce qu'il y a eu un problème, puisque normalement, tel que j'ai conçu mon code, je saurai à quel moment et dans quel cas, sous quelles conditions je retournais ce code-là. Donc ça peut permettre d'avoir une certaine nomenclature, par exemple, dans une fonction. C'est très pratique et c'est ce qu'on fait notamment pour les langages de programmation qui n'ont pas de système d'exception. Vous savez qu'un système d'exception, si vous programmez dans d'autres langages, ça permet d'interrompre l'exécution d'un programme, d'accord, en envoyant un type d'exception que l'on peut ensuite traiter. À l'époque, ou en tout cas dans les programmes qui n'ont pas cette fonctionnalité-là, on utilisait le principe des codes de retour. C'est-à-dire qu'on définit une fonction et on lui permet de retourner dans tous les cas quelque chose. Même si tout s'est bien passé, on retourne forcément quelque chose, d'accord. Et ça nous permet ensuite, quand on fait l'appel de cette fonction, de vérifier ce retour, le retour de la fonction, et de savoir si elle a bien fait les choses ou pas. Si elle l'a bien fait, très bien, on continue de faire l'exécution, et sinon, en fonction de l'erreur, on voit si on peut continuer l'exécution du programme, ou on l'adapte cette exécution, sinon on stoppe le programme parce qu'on considère que l'erreur qui a été engendrée par l'appel de notre fonction précédemment ne permet plus d'exécuter la suite du code, parce qu'on aurait peut-être un plantage de la machine ou autre, et forcément on ne veut pas de ce genre de scénario. Voilà, donc ça permet d'avoir une nomenclature et de mieux gérer un petit peu tout ça. Donc sachez que vous pouvez avoir plusieurs instructions return, d'accord, plusieurs commandes return dans une seule fonction, mais il n'y aura forcément qu'une seule qui sera appelée. Parce que dès lors qu'une seule de ces commandes est exécutée, on sort de la fonction. Donc là, on ne pourra pas exécuter à la fois return 2 et puis après return 13 et return 0. Ce sera forcément qu'un seul des trois.
Donc ça c'est important de le savoir pour éviter pas mal de confusion pour la suite. Ok, bah écoutez, au niveau des fonctions, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas tellement d'autres choses à savoir. Après, on peut faire, hein, bon, il y a quelques petits outils sympathiques. On va revenir sur la commande declare, puisqu'on a vu beaucoup de choses avec elle, beaucoup d'arguments, et on va pouvoir compléter d'autres informations. On peut parler un peu d'introspection, notamment. Et avant d'ailleurs parler d'introspection, on va notamment, parce que ça peut être intéressant, c'est qu'on y pense un petit peu moins quand on est en bash, parce qu'on est dans un langage de script, mais vous pourriez avoir éventuellement envie de faire plusieurs fichiers, d'accord, de répartir un programme en plusieurs fichiers. On n'est pas forcément obligé de tout mettre dans un seul, et si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi inclure un fichier dans un autre, c'est-à-dire pouvoir utiliser le code d'un autre fichier, d'accord, dans celui-ci. Pour le faire, très simplement, et la manière la plus simple et la plus explicite je trouve, pour pas se tromper, vous utilisez le mot source, et vous indiquez tout simplement votre fichier. Alors, moi ici vous avez vu que les fichiers en question, ils n'ont pas d'extension, donc ça peut être par exemple, voilà, other main, ok, other file, voilà, et ainsi tout ce que j'aurais fait dans ce fichier là, si admettons j'ai une autre fonction qui existe dessus là, et bien hop, je peux appeler la fonction là qui serait, d'accord, définie dans ce fichier là. Voilà, on peut faire ce genre de choses, c'est pas mal pratique, ça permet de travailler avec plusieurs fichiers, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui soit utile? Alors, je pourrais montrer pas mal d'autres choses, mais après, il y a des cas quand même très spécifiques et qui sont quand même pour des usages bien précis. Mais on va terminer en fait cette petite séance avec, en revenant notamment sur des commandes qu'on a vues précédemment, sur quelques petits outils assez intéressants qui peuvent servir. Alors, je vais créer une fonction, très simplement. On va revenir là. Et voilà. J'en ai défini quelques-unes quand même. Ok. On va faire ça comme ça. Attendez, important. Hop. 3 fonctions définies. D'accord. Je peux éventuellement, au niveau de mon fichier, je vais pouvoir indiquer avec declare notamment le listing de ces fonctions. D'accord. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à l'aide de declare ici, alors je vais vous le montrer indirectement là dans le code, avec la commande là, on a vu plein d'arguments, hein. Rappelez-vous, on a vu plein d'arguments, ça nous permet de créer des données bien précises, des tableaux, on peut l'utiliser également pour, comment dire, bah si c'est ça en fait, voilà, pour créer des différents types de données, hein, il n'y a pas d'autres cas. Après on a local, hein, rappelez-vous si on veut ne pas avoir des données globales éventuellement, et on va pouvoir s'en servir pour faire un petit peu d'introspection, par exemple au niveau de mon programme, de pouvoir récupérer la liste des fonctions, c'est-à-dire que je peux sans problème faire ceci, alors là, j'aurais pas forcément un usage là, et voilà ce que nous avons, d'accord? On récupère les différentes informations. Donc là, on va récupérer le nom des fonctions définies, et en plus, on va récupérer le corps de ces fonctions, c'est-à-dire leur définition. Si on veut récupérer que leur nom, vous mettez un petit F majuscule, d'accord? Mais ça vous indique un petit peu tout ce qui a été fait ici. Voilà. Alors pourquoi ça vous met toutes ces lignes? C'est simplement qu'il indique en fait tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que normalement, je pourrais très bien, par exemple, de faire ça, et d'avoir qu'une seule, voilà, qu'un seul retour, d'accord? On peut parfaitement passer en deuxième argument le nom de la fonction en question. Donc si vous avez besoin à un moment donné dans un script de savoir qu'est-ce qui est présent en fait, on peut faire ce genre de choses là. On peut d'ailleurs le faire par rapport à un fichier, mais là au niveau de ça, on peut avoir comme ça une liste, d'accord, des fonctions qu'on a dans notre programme. Donc ça peut servir si à un moment donné vous voulez faire un menu d'aide, hein, pour l'utilisation d'un de vos programmes, hein, d'un de vos scripts, puisque c'est sûrement l'application que vous aurez le plus, hein, au niveau de bash, hein, c'est la création de scripts. Donc vous aurez peut-être besoin de faire un petit manuel, hein, pour expliquer comment l'utiliser. Bah, ça peut être pas mal utile, voilà, d'avoir ce genre de choses là. Ce qui peut servir aussi éventuellement, c'est un des cas plus rares, mais c'est bien de le savoir, puisque c'est aussi des choses qu'on a déjà vues, mais c'est histoire de vous montrer que, encore une fois, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, c'est la commande unset. Rappelez-vous, la commande unset nous permettait de supprimer, donc de détruire en fait une variable, de supprimer un tableau, d'accord. On peut également s'en servir pour une fonction, à condition bien sûr de lui indiquer l'argument f minuscule, -f, et là, bah, si on indique last func, d'accord, donc si je fais déjà ça, et ensuite je fais ça, hop, là, voilà, donc on voit qu'au début on a ces trois là, d'accord, qui existent, et ensuite il n'y a plus que ce deux là, donc on a bien un last func qui n'existe plus, qui a été détruite par cette commande unset, donc ça fonctionne aussi, et ça encore une fois n'hésitez pas à le faire en bash.
à manipuler un peu toutes les commandes que vous avez pu voir, parce que vous allez voir que ça peut fonctionner dans pas mal de choses. Et c'est pareil, au niveau du cours, je ne voudrais pas montrer 100% des arguments qu'on peut utiliser, d'accord, pour chacune des commandes qui existent, que ce soit nativement dans Bash et des commandes qui ont été ajoutées par les versions ultérieures et les extensions, voire même d'autres, d'accord, d'autres shells que Bash, parce que vous utilisez, peut-être qu'un jour vous utiliserez un autre que Bash et qui proposera d'autres fonctionnalités. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous intéresser un peu tout ça, à avoir cette curiosité là, parce que vous trouverez pas mal de commandes qui peuvent être utilisées un peu à droite à gauche, et c'est aussi le principe et l'usage justement de ces différentes commandes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. A priori, je pense pas de toute façon qu'on va. Après, on pourrait voir encore d'autres choses, hein, mais bon, à ce stade, il n'y a pas. Voilà, on a tout ce qu'il faut, en tout cas au niveau des fonctions pour en faire usage, pour en créer, pour faire vos propres commandes. Après, de toute façon, c'est sûr qu'on peut toujours bricoler plein d'autres choses. Je pourrais montrer tout un tas d'autres petites, comment dire, subtilités syntaxiques, mais vous aurez sûrement l'occasion de les découvrir aussi. Et voilà, on ne peut pas tout aborder de toute manière, c'est toujours pareil. Hein, malheureusement, on peut essayer d'aller dans le détail, mais on ne peut jamais tout aborder. Ce serait beaucoup trop long et surtout pas utile. Hein. Ça ne sert à rien d'énumérer tout ce qu'on peut faire. Aucun intérêt, c'est bien de le découvrir par soi-même quand on en a besoin. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de ce cours, parce que c'était la dernière vidéo d'apprentissage. Maintenant, on place prochainement à la vidéo de conclusion, en tout cas pour terminer gentiment cette petite formation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris beaucoup de choses. N'hésitez pas bien sûr encore une fois à consulter un peu tout ce qui se fait sur la chaîne, que ce soit via par rapport en tout cas à ce cours ou à d'autres. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus, et voilà, prenez soin de vous, et n'hésitez pas, encore une fois, à vous exercer un peu avec tout ça. Vous avez largement de quoi faire maintenant pour réaliser vos petits scripts, et pourquoi pas les partager, hein, si vous voulez les partager sur Discord avec des gens, pour qu'on vous les corrige ou que des gens viennent vous donner quelques conseils. N'hésitez pas bien sûr, hein, le Discord est là aussi pour ça. A bientôt tout le monde, bye bye.